Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Fanchon Pradalier-Roy et nous allons parler de karma, de la loi du karma, puisque nous allons voir que le karma, c'est avant tout une loi et même plusieurs lois, et on va voir ça assez en détail aujourd'hui. Donc avec Fanchon. Alors Fanchon, tu es chercheuse en astrologie, mais pas seulement. En tout cas, tu es venue à l'astrologie pas tout de suite. Tu as été chercheuse en sciences de l'éducation, de la communication, et tu es psychopédagogue aussi. Tu donnes des séminaires, des conférences aujourd'hui, et l'astrologie, c'est quelque chose de très important pour toi. On va pas tellement en parler ou presque pas aujourd'hui parce que on va aborder le karma sans parler d'astrologie, même si tu en as parlé toi dans différents ouvrages avec le point de vue de l'astrologie ou pas. Donc, nous, on va se baser aujourd'hui sur... Si tu veux, justement, j'ai fait ce livre sur le karma pour mieux comprendre pourquoi l'astrologie fonctionne. Tu vois? oui. Alors, il y a eu un premier ouvrage que tu as publié il y a assez longtemps, c'était il y a presque 20 ans, hein, le karma dévoilé. Donc, là, je vais le montrer brièvement à l'écran. Voilà le karma dévoilé. Et puis, après, tu as travaillé sur d'autres thèmes, et notamment l'amour. Et puis, tu as réuni deux ouvrages, donc le karma dévoilé et un autre que tu as écrit sur l'amour pour en faire un nouvel ouvrage qui récapitule ses points de vue. Et puis tes derniers travaux, c'est donc, sur l'astrologie comme science de la conscience. Donc en 2022, tu as publié un gros ouvrage qui s'appelle Astrologie, science de la conscience, qui nous parle de l'astrologie comme une évolution de la conscience individuelle et des consciences collectives et enfin, qui nous décrit les cycles de civilisation et l'évolution des consciences. Et puis ton tout dernier ouvrage mentionne aussi qui est l'Almanach astrologique des générations du XXe et du XXIe siècle que tu as coécrit avec Faustin Austerlitz. Voilà, on va revenir à notre sujet d'aujourd'hui qui est le karma. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus aujourd'hui, même si on en parle beaucoup moins que le zen. En tout cas, en termes de mots, je vois aujourd'hui le mot zen, on l'emploie partout, à travers. Donc le karma n'a pas encore autant de succès, mais c'est en train de venir. Et on a des idées un peu partielles ou un peu erronées, sans doute, sur le karma. Donc on va tâcher d'apporter des précisions là-dessus. Et puis, on va voir que le karma, c'est assez lié à d'autres notions connexes comme la liberté, qui est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Et donc la liberté, c'est aussi le libre arbitre, c'est la question de la loi, et même aussi du destin, du hasard même aussi, ou la théorie de l'évolution, tout ça, donc plein de notions connexes. Et on va donc tâcher d'apporter de la clarté sur tout cela, parce que en tout cas moi, ça m'a paru assez embrouillé au départ, tout cela. Donc je pense que c'est peut-être le cas aussi de nos auditeurs. Donc on va donner des précisions là-dessus. Alors pour commencer, on va évoquer l'idée qu'il y a différents courants de conscience aujourd'hui. Donc on va préciser quel est le nôtre, nous ce qu'on propose comme vision de la conscience et de l'humanité. Pour parler du karma, il y a d'abord une vision qui est très répandue et depuis assez longtemps, c'est une vision enfin matérialiste, on va dire. Et dans cette vision-là, l'homme est réduit à son corps physique surtout. Hein. Donc il y a le mental et surtout le corps physique, et on peut dire que la conscience est un peu un produit du corps physique. Hein. C'est une vision à laquelle on ne souscrit pas tellement. En tout cas, moi, je n'y souscris pas. Et je considère qu'il y a une composante immortelle. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai un site qui propose tout un tas de travaux là-dessus, qui s'appelle Au-delà de mourir. Donc, la vision matérialiste aujourd'hui, elle est un peu à bout de souffle, hein, et il y a d'autres visions. Alors depuis longtemps, il y a la vision des religions du livre. C'est une vision qui considère qu'on a un corps et bien sûr une âme, et que l'homme est immortel, mais on considère aussi dire que cela, ça reste assez mystérieux et abstrait, et on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, et on dit souvent que les voies de Dieu sont impénétrables. Alors nous, on n'a pas tout à fait cette vision-là. On considère que les voies de Dieu sont assez, en grande partie, pénétrables, et on peut les découvrir ou les vivre. Voilà.
Donc, le monde et l'humain et les différents règnes ne sont pas seulement faits de matière, mais de conscience avant tout. Peut-être que tu veux préciser des choses là-dessus, franchement, sur cette Mais idée que la conscience est première. ben, c'est-à-dire que oui, justement, nous allons en parler parce que dans la loi du karma, on va voir que rapidement la conscience intervient. Et si tu veux, tu as raison, tu parles d'une nouvelle vision que tu appelles le nouvel âge, mais comme ça a très mauvaise presse parce que on se moque beaucoup des visions qu'on appelle New Age, hein, qui sont apparus dans la culture alternative aux États-Unis dans les années 60, mais aussi, je dirais, alors ça serait le nouvel âge par rapport à tous les écrits, tous les travaux de Blavatsky au siècle dernier, et d'Alice Bailey, à notre siècle-là, et toute l'œuvre monumentale qu'elle a faite, inspirée par de J. Walcool. Et donc, on pourrait dire que le nouvel âge, c'est l'âge du Verseau. Alors, comme astrologue, évidemment, on en parle parce que ça sera l'âge du Verseau. Et ce nouvel âge, c'est celui qui nous fait passer de la raison à l'amour. Alors, évidemment, c'est tout un programme. C'est-à-dire, ça nous fait passer d'une conscience purement matérialiste et mentale à une conscience à une compréhension aimante du monde et à une conscience aimante. Donc, alors, là, tu pourrais faire une émission sur le nouvel âge. Mais tu as tout à fait raison de l'amener parce que, alors, on l'appelle plus tellement comme ça, mais on peut dire que c'est la nouvelle conscience de l'humanité qui est une conscience où l'humanité prend conscience qu'elle est une, quoi. Mais je trouve que tu as raison, on en est là normalement. C'est dommage que ce terme ait été discrédité par Oui, par une sorte de culture alternative oui. hippie ou autre qui a été détournée. Néanmoins, c'était quand même l'époque Peace and Love et ça disait bien ce que ça voulait dire. Mais tu as bien fait de préciser ça. Et en fait, moi, j'ai fait attention à pas parler enfin, à pas utiliser le terme anglais de New Age, mais à dire Nouvel Oui, Âge. Bon, évidemment, pour les gens, la plupart de nous qui sommes anglophones, on comprend tout de suite qu'on va se dire c'est la même chose. Mais effectivement, nous, on se place dans le cadre des enseignements, on va dire, ésotériques, même si c'est un terme qui peut effrayer certains ou déplaire. Les enseignements de Alice Bailey et de Lena Blavatsky que tu as cités, voilà, c'est un petit peu le cadre dans lequel on se place nous. Donc, c'est des enseignements très profonds, hein. On appelle ça aussi, on peut appeler ça la sagesse antique ou la sagesse sans âge. Donc voilà, voilà. Hein, nous, on se place. c'est des enseignements qui doivent être réveillés par des prises de conscience que nous devons Voilà. faire. Parce qu'ils sont intéressants que dans la mesure où on les réveille. C'est ce que j'ai essayé de réveiller la notion de karma, tu vois. Alors, le karma, c'est peut-être avant tout une loi qui décrit des mécanismes d'action et des causes et des effets. Hein. C'est la première idée qu'on peut dire, c'est une histoire de causalité, le karma. Mais avant cela, il y a une grande idée donc, qui vient de la sagesse sans âge, là, dont on a dit deux mots, c'est l'idée que la vie est une. On peut le dire comme ça, et même, Alors, je dirais, moi, ouais. je vais faire un tout petit peu de silence par rapport à cela, parce que la vie est une, il y aurait pratiquement, en fait, rien à ajouter à cela. C'est que dès qu'on ajoute quelque chose, c'est que, d'une certaine manière, on sort de l'unité ou on sort de l'un. Moi, je trouve que quand j'entends la formulation de cette première loi, hein, qui me dit la vie est une, ben, c'est déjà quelque chose qui peut nous inviter à méditer, en fait, à nous interroger. Voilà. La vie est une et tout est vie. Alors, si tu veux, c'est pour parler de karma et par rapport, enfin, tu as fait référence à l'idée que c'était des enseignements ésotériques, les enseignements ésotériques, ça veut dire qu'ils viennent de l'intérieur, hein, qui sort d'une connaissance intérieure. Donc, toutes les transmissions que nous a faites Alice Bailey et la théosophie proprement dite sont à réveiller en nous, c'est-à-dire sont à reconnecter à des prises de conscience que nous pouvons avoir nous-mêmes intérieurement et à comprendre. Et donc, ce que j'ai essayé pour parler du karma, j'ai essayé de voir quelles étaient les lois de la vie. Et étant donné que je suis astrologue, je sais que les lois sont à l'œuvre, sinon l'astrologie ne fonctionnerait pas. Mais quelles sont ces lois qui sont à l'œuvre derrière les règles les études astrologiques que nous faisons? C'est ça qui m'a paru intéressant. Et donc, j'ai essayé, si tu veux, de les organiser en
presque par géométriquement, c'est très pythagoricien comme j'ai travaillé en fait. J'ai travaillé avec la méthode pythagoricienne, c'est-à-dire les chiffres, les nombres. Et donc, je travaillais avec de 1 à 12. J'ai essayé de voir quelles étaient les lois de 1 à 12, vu qu'il y a 12 secteurs dans le zodiaque. Et en fait, il y a 12 secteurs et il y a 4 cadrans, tu vois. C'est-à-dire que donc on peut déjà en 3 lois comprendre les 3 fois 4 12 de là. Et donc en fait la loi du karma va arriver très vite. Et donc c'est une espèce, je sais qu'il y a des gens qui étudient, travaillent ce livre en numérologie parce que ça rejoint un travail numérologique. Grâce à l'astrologie que j'ai organisée, et tu parles de la loi 1, la loi 1, elle serait comme le 1, si tu veux. Elle est le 1, c'est l'unité. Je trouve par exemple les Nations Unies, par exemple, ça s'appelle UNO. Enfin, moi je le prononce avec à la française, mais et c'est l'idée d'unité, de totalité. Et donc, il y a une loi qui est majeure et qu'on est en train de découvrir les humains actuellement, qui est qu'il n'y a pas d'une part la vie et de l'autre des objets qui seraient extérieurs, la nature, et puis nous qui ne serions des sujets et qu'il y aurait la nature extérieure qu'on observerait. Comme tu parlais de la vision matérialiste, en fait, comme la vision matérialiste nous donne, c'est qu'il y a une séparation, tous les objets sont séparés. En fait, c'est faux. La séparation est une illusion et la première loi, c'est vraiment la loi d'unité. C'est-à-dire que tout est vie, tout provient de l'unité, tout vient de l'unité, toute vie vient de l'unité et toute unité de vie est reliée à toutes les autres vies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les vies. Et ça, c'est Oui, énorme comme, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est la notion, si tu veux, d'unicité et oui. Moi, je d'inclusivité. trouve que c'est effectivement en tout cas, c'est même une très grande clé pour notre vie concrète, je dirais, de percevoir que la séparativité, hein, l'idée de séparer les choses, les êtres, les objets, de se considérer comme indépendants, tout ça, si on passe de cette vision-là à une vision où tout est en relation, tout est uni, enfin, c'est plus qu'une interrelation, hein, c'est d'avoir un fondement commun qui est, on peut appeler l'absolu. Si on C'est ne veut pas ça. l'appeler la vie avec un grand V, si on l'appelle l'absolu, tout ça, c'est commun à tout ce que nous sommes, nous, les humains, l'humanité et aussi tous les autres formes de vie incarnées. Donc, si on voit que tout cela, c'est la même chose parce que c'est la vie, ça, je trouve que ça nous invite à changer notre vie concrète aussi. Ben, c'est même majeur. Alors là, c'est la physique, parce qu'après toutes les sciences mécanistes du cycle précédent, je travaille sur les cycles astrologiques et on a vécu 500 ans où on a mis en avant la science exacte, objective de la science physique, proprement parlée. Mais là, avec la physique quantique, maintenant, dans le nouveau cycle que nous sommes en train de vivre au niveau de la civilisation, on voit bien qu'on ne peut plus séparer le sujet de l'objet et que même tout observateur en physique quantique va influer. On sait que le fait qu'il y ait un observateur, ça va influer sur ce qu'il observe. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre celui qui observe et ceux qui l'observent. Et cette idée qu'il n'y a pas de séparation, elle est énorme. On n'arrive pas encore à l'inclure dans nos vies, parce qu'en fait, il faut l'inclure de plus en plus, parce que elle est vraie partout et tout le temps. Et l'idée que tout est vie aussi, c'est étonnant, parce que tu sais, quand on regarde la nuit, le ciel ou les étoiles, ou moi qui fais de l'astrologie, si tu veux, les planètes, même, je les prenais quand même comme des objets un petit peu morts, si tu veux, en disant il y a de la vie que sur Terre, etc. Mais non, tout est vie dans l'univers, tout. C'est-à-dire que même les planètes, c'est des corps de manifestation d'êtres vivants, de grands êtres qui sont à des cycles différents de nous, Oui, sont pas dans le même cycle de vie que le nôtre, qui nous, on est dans un cycle biologique en fait. Mais, oui, et ça, c'est extraordinaire de dire que tout est vie dans l'univers et nous sur Terre, tous les règnes de la nature, tout est vivant. C'est-à-dire même la pierre, c'est de la vie. oui, Même ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez énorme quand on sort ou quand on commence à sortir d'une vision matérialiste. On peut commencer à entendre ça, mais dire que
oui, que les pierres, les cailloux sont vivants et les étoiles sont vivantes. Dire, ben non, c'est juste des objets qui sont là, C'est-à-dire microscopiques que, oui, c'est des ou corps de, astronomiques, mais on peut dire, si tu veux, que c'est des corps de manifestation d'êtres voilà. Donc ça, dont on ne sait pas quoi dire. D'ailleurs, c'est une formule, hein, dont on ne sait pas quoi dire, dont rien ne peut être dit parce qu'on n'en sait rien. Mais c'est des manifestations d'une vie. Et oui, ça, c'est extraordinaire. Ce qui veut dire que, en fait, l'astrologie fonctionnerait non pas par influence, mais par un jeu de vie commune avec l'ensemble. C'est-à-dire, donc, plus par résonance que par influence. Tu vois? Donc, dès oui, qu'on dit la vie est une, tu as parlé d'absolu hein, tout à l'heure. oui, Et le fait que, tu as raison, parce que le fait que la vie est une, ça nous rappelle que ben, la vie provient de quelque chose d'absolu. Hein, et par exemple, avec la théorie du Big Bang, on a commencé à approcher cette notion à un moment donné, tout part d'un endroit absolu dont on ne sait rien, mais d'un instant T, puis tout d'un coup, la vie démarre, tu vois. Mais l'idée d'absolu est intéressante. Alors évidemment, nous-mêmes, nous ne pouvons pas approcher l'absolu. Mais alors la vie, elle n'est pas absolue, mais elle fait partie d'une unité qui provient de l'absolu. deux et aux lois suivantes, parce qu'effectivement, si on dit que la vie, c'est l'absolu, mais c'est en même temps, enfin, et l'absolu, ça serait ici dans le sens de non manifesté. Donc, on peut dire que la vie est en même temps non manifestée, quelque chose d'abstrait, ou le plus abstrait, l'abstrait par excellence, et en même temps manifestée. Et elle se manifeste tout de suite dans une bipolarité ou une dualité. Il y a deux Alors, pôles. voilà. Alors, dès lors qu'elle se manifeste, parce que là, on n'est pas, on est dans une totalité, si tu veux, un continuum, en fait. Là, dans le 1, si tu veux, la loi 1, le symbole, c'est le centre du cercle, ou c'est le cercle. Donc, on a un symbole géométrique, le 1, c'est un point, c'est le symbole. Et puis, le cercle qui est en plus, si tu veux, le centre et le cercle, c'est le symbole du soleil en astrologie. Donc, cette idée d'unité, bon, mais dès que ça se manifeste, comme tu dis, mais dès que ça se manifeste, il y a une dualité qui se met en œuvre. Donc, en fait, si tu veux, quand l'absolu se manifeste, si tu veux, à un moment donné, il y a quelque chose qui sort de la totalité. Toutes les religions essayent de nous le traduire, hein, l'absolu, le un, ils nous le traduisent par Dieu le Père ou par différentes formules, celui de qui rien ne peut être dit, etc. Hein. Mais dès lors qu'il y a manifestation, il y a division, c'est-à-dire apparente division. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a manifestation, il y a deux parties, il y a comme une tension entre deux parties, c'est-à-dire que là, il y a la partie vie et puis la partie forme. Et toute vie, pour se manifester dans la forme, elle est comme divisée, elle est comme partagée en deux. Et aussitôt, il y a une dualité. Alors, au lieu de parler de dualité, je trouve qu'on peut parler de polarité. Oui, C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une prise en manifestation, il y a une polarité qui se manifeste entre, je dirais, on l'a avec le circuit électrique, tu as un pôle plus et un pôle moins. C'est-à-dire que oui, là, on rejoint tout ce que a dit la théosophie et Blavatsky, elle a dit que la matière, c'est de l'énergie à son taux vibratoire le plus bas et l'énergie, c'est de la matière à son taux vibratoire le plus haut. Et donc, elle nous voilà, a c'est dit qu'il y a un un fameux continuum, aphorisme d'Elena Blavatsky, oui, voilà. Et elle nous dit qu'il y a un ouais, continuum esprit-matière. Et c'est ce qu'a sorti Einstein en début du XXe siècle, après que Blavatsky ait affirmé cela, en disant E égale mc2, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre l'énergie et la matière. Et donc, il y a un continuum des vies, c'est-à-dire qu'il y a un continuum des vies et du plus dense au plus léger, entre la matière en bas et l'énergie en haut. Et donc, dès qu'il y a manifestation, il y a une polarité. C'est-à-dire que toute vie qui se manifeste, elle a une polarité, c'est-à-dire elle a un pôle moins, c'est-à-dire le pôle le plus lourd en elle, hein, comme le pôle matériel, et un pôle plus, et il y a une circulation permanente entre ces deux pôles. Et effectivement, c'est là, à partir du moment où il y a cette polarité, à un moment donné, toute vie va se trouver
à un moment, entre cet espace, le moins en bas et le plus en haut, va se trouver, nous, en astrologie, on le symbolise par la croix. C'est-à-dire que le 2, si tu veux, là, on est dans la loi 2. Toute vie, pour se manifester, va se polariser. C'est-à-dire que toute vie manifestée est polarisée entre un pôle plus et un pôle moins. C'est ça la loi 2, c'est la loi de la manifestation, si tu veux. Et dès lors, il y a un différentiel. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a deux vies. Ces deux vies, hein, elles ne sont pas séparées. Parce que, alors, tout ce qu'on a dit, Oui, vas-y, ça, ouais. ce qu'on peut souligner effectivement, c'est que dès qu'il y a cette manifestation et cette division hein, du un en 2 ou de la vie en Oui, deux pôle, pôles, en deux là, pôles. il y a une circulation. Alors, c'est un continuum, hein, mais effectivement, il y a une circulation, une tension. Il y a quelque chose qui fait que ce ne sont pas deux pôles séparés, puisque on a dit que la vie est une. Donc, la loi 2, elle ne va pas rayer la loi 1, la première loi. Donc, elle est toujours là. La- donc, la vie est L'inclusivité toujours marche une. tout Donc, les le deux temps, oui. pôles sont en lien. Oui. C'est ça, l'inclusivité marche aussi pour ça, c'est-à-dire que, mais le problème, c'est qu'il y a une tension, parce que c'est polarisé, quoi, ce qu'on appelle polarisé. Et dès lors, cette tension, ben, c'est ça le karma, si tu veux. Voilà, c'est là C'est-à-dire qu'apparaît que le karma. Donc là, c'est- on c'est- est dans une origine métaphysique, hein, on pourrait dire du karma, on pourrait dire. Donc c'est pas du tout quelque chose de farfelu, c'est l'essence de la vie. En tout cas, dans nous, la vision qu'on propose, c'est ça. Si c'est- on dit la vie est une, elle se manifeste, elle se divise tout de suite en deux pôles, et ouais. les deux pôles, ils cherchent à se rejoindre en fait. Et c'est ça le karma, c'est ce. Alors, ils cherchent, ils peuvent chercher à se rejoindre et c'est ce qui se passe dans un circuit électrique, c'est-à-dire ils ont cette envie folle de revenir à l'unité en fait. C'est-à-dire que ce qui se passe dès lors qu'il y a deux séparations dès lors qu'il y a deux polarités, le pôle plus essaye d'attirer le pôle moins, mais le pôle moins résiste. Et donc, il faut dire que il y a cette verticale entre un pôle moins et un pôle plus, mais il y a à un moment donné, toute vie se trouve, toute unité, moi j'appelle ça une unité de soi-conscience. Mais toute unité Oui. de vie, si tu veux, elle est, elle est tiraillée entre son pôle moins et son pôle plus. Mais elle a tendance, elle cherche en permanence à rejoindre son pôle plus et à s'arracher à son pôle moins. Et en fait, c'est ça le karma, c'est la distance qui lui reste pour remonter tout l'espace, en fait. Donc, le karma, c'est le différentiel entre l'énergie de vie originelle, en quelque sorte, c'est pour ça qu'on parle de chute, et que le mythe de la chute, par exemple, que nous donne la Bible, comme quoi la vie humaine serait une chute, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a manifestation, il y a comme une chute d'énergie. Pour que ça prenne forme, ça perd l'énergie. On l'a avec l'idée, par exemple, si tu as un pôle, un aimant, et que tu mets de la limaille de fer autour, Oui. la limaille de fer, elle va se mettre autour de l'aimant. Et si tu veux, d'une certaine manière, elle va même vraiment complètement Et dès lors que ça prend forme, ben, c'est complètement obscurci. Et le karma, si tu veux, c'est de rejoindre l'état originel de totalité, en fait. Qu'est-ce que Alors, tu penses? Qu'est-ce que ça, tu en penses? bah écoute, moi, je trouve que c'est une description, enfin, de la loi 2 très. En fait, j'ai envie de dire que ça nous conduit aussi à la loi suivante, parce que moi j'aime bien sentir et essayer d'inviter, en tout cas peut-être nos auditeurs à sentir ça aussi, comment les lois s'enchaînent. En fait, c'est pas, on va pas dire tiens, faut bien qu'on parle des lois, alors on en fait une liste comme ça. Non, non, la Non, loi 1, elle donne naissance à la loi 2 et la loi 2 donne naissance à la loi 3. mais avant d'arriver à la loi 3, si tu veux, il faut dire que dans cette polarité des vies, qu'il y a un continuum, c'est énorme comme conséquence. C'est-à-dire que toute vie, on peut faire la différence entre ce qu'on appelle des vies majeures et des vies mineures. C'est-à-dire que Oui, le pôle plus serait la vie majeure. Donc, tout pôle plus comme un pôle d'aimant attire la limaille de fer. Donc, il attire des vies mineures qui sont la limaille de fer. Et c'est ça le phénomène de prendre forme
comme pour les humains, venir en incarnation d'une certaine manière, si tu veux, dès lors qu'il y a deux types de vie, et en fait, ça en amène trois. Parce que dès lors que tu as deux types de vie, tu vas arriver de suite à la troisième. Parce que il y a une vie majeure qui se manifeste dans plusieurs vies mineures ou dans une ou plusieurs vies mineures. Et cette vie mineure, elle est elle-même une vie majeure pour une autre vie. C'est-à-dire qu'il y a un continuum des vies, il y a une échelle de Jacob. Ce qu'on appelle l'échelle de Jacob, c'est ça, pour les humains. C'est-à-dire, il y a une échelle des vies entre des vies mineures plus petites. Et donc, pour nous, il y a une échelle sur Terre entre la vie minérale et la vie humaine, en fait, en quelque sorte. Oui. On peut le Alors retrouver. j'aime bien encore que tu nous parles de l'échelle de Jacob parce que voilà, on a une vision métaphysique de l'échelle d'un récit biblique là, et je Oui. trouve ça, moi j'aime beaucoup parce que comme ça on dit oui, oh la Bible, bon, euh, on l'a lu 36 Alors, fois, mais là non. l'échelle de Jacob, elle parle de plusieurs choses, hein, parce qu'elle parle à la fois, on en parlera avec une autre loi, qui est la loi de réincarnation, mais c'est l'idée que des âmes montent et descendent dans l'incarnation et elles vont prendre forme dans l'incarnation et puis elles remontent et qu'on est à différents niveaux sur l'échelle, c'est assez de parler des niveaux de conscience. Mais dès lors que tu parles de la loi de polarité, étant donné qu'on est dans le continuum esprit-matière, que aussi bien la physique quantique nous explique, parce que toutes les lois de la physique quantique nous le redonnent, ça, et en même temps, ce que disait Blavatsky, ce continuum, on a une solidarité des vies, ce qui explique que la vie reste une tout le temps, parce qu'il y a une solidarité des vies. Les vies majeures prennent en charge des vies mineures, qui elles-mêmes prennent en charge des vies qui sont encore plus mineures qu'elles. Et donc, il y a un continuum, c'est-à-dire que finalement, tout est relatif. Le pôle plus d'une vie Oui, va être le pôle moins d'une autre vie. Tu vois? Et cette idée de... Ah, moi, j'adore ça, moi qui suis pédagogue, tu sais, je travaille, j'ai beaucoup étudié en sciences de l'éducation, et cette sorte de pédagogie et de lien entre les vies, où une vie majeure euh, prend en charge la vie mineure, c'est extraordinaire, en fait, comme idée. oui. Il y a un dicton populaire que tout le monde connaît qui dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Alors, C'est moi, je trouve ça. intéressant d'avoir une vision. Je reviens toujours à cette vision métaphysique de ça. On peut dire oui, les dictons populaires, bon, bah, ça reste au niveau populaire. Non, non. Oui, c'est Si la on trouve réalité. C'est la réalité. un fondement métaphysique à cela, moi, je trouve ça extraordinaire. Vous aurez compris que j'aime bien la métaphysique. Oui, tu as Alors, raison. Oui. tout à Alors, l'heure, tu nous as réintroduit l'idée de conscience en parlant en disant que la loi 3, c'est aussi l'idée d'une unité de soi-conscience entre ces deux pôles. On n'en a pas dit, je crois que on peut les appeler esprit et si on a parlé du continuum esprit-matière avec alors, l'aphorisme de Blavatsky. C'est les tu peux, pôles oui, esprit-matière. Voilà. tu peux appeler le Mais pôle entre deux, plus. qu'est-ce qui se passe? Oui, C'est la oui. conscience. Voilà. Qu'est-ce qui naît? Hein, c'est la conscience. Donc ça, c'est important de souligner ça parce que c'est vraiment ce qui se développe de plus en plus aujourd'hui dans dans l'humanité, je dirais. Enfin, l'idée de conscience. Enfin, quand on voit, quand on va dans les librairies, on a de plus en plus de bouquins qui te parlent de conscience, et c'est pour ça que toi aussi tu en parles Alors, dans ton fameux bouquin. qu'est-ce que c'est que la La science conscience? de la conscience. Oui, les sciences de la conscience, c'est quelque chose qui s'est développé récemment, enfin Alors, relativement récemment en tant que science. on a une mauvaise, on n'a pas une véritable définition de la science parce que suivant les langues de la conscience, suivant les langues, elle n'a pas la même conscience. C'est en anglais, c'est pas tout. Enfin, le terme de conscience, il est complètement pas défini en fait, en quelque sorte. Et là, on peut en avoir une définition telle que le propose en quelque sorte la théosophie, mais telle qu'on peut le retrouver. C'est-à-dire que dès lors que tu as cette polarité esprit pour le plus, matière ou forme, hein, parce que on peut dire forme, manifestation, esprit et manifestation, mais dès lors qu'il y a cette polarité, il en est quelque chose. C'est-à-dire que cette tension, finalement, de cette tension va naître un troisième terme qui est la conscience. Et nous, en astrologie, Oui, on le représente par la croix. C'est-à-dire la croix, c'est la manière, la verticale et représente le pôle plus, en quelque sorte, le pôle de l'esprit, et l'horizontale représente le pôle de la manifestation. Et donc, en fait, dès lors qu'il y a manifestation, il y a ce troisième pôle au centre de la croix, qui est la oui, conscience. Et donc, ce qui fait que toute vie va se situer quelque part
toute conscience va venir se polariser quelque part à la croisée d'un pôle esprit et d'un pôle matière. Oui, C'est-à-dire, ça me fait penser un petit peu, si on regarde un petit peu le symbole un peu d'un point de vue juste mathématique, mais élémentaire, on sait que en mathématiques, quand on parle de droite, on dit que c'est infini une droite. C'est ça. Sinon, on appelle ça un segment de droite, hein, quelque chose de voilà. C'est un segment. En mathématiques, quand on dit une droite, c'est infini. Donc, si on considère une droite verticale et une droite horizontale, ben, elles vont forcément se couper, on peut dire. Enfin bon, c'est pas très rigoureux tout ça, oui, mais c'est mais un repère orthonormé en il y a une mathématiques. intersection. Comment? En mathématiques, on le met en scène en permanence. C'est ça, ce qu'on appelle un repère orthonormé. C'est Oui, pythagoricien, tout ça. Tout ça, c'est oui, pythagoricien. oui, Hein. C'est à l'origine de notre conscience occidentale. Hein. C'est pythagoricien. Et c'est mathématique. Et donc, la verticale représente en quelque sorte l'esprit, la vie. Et l'horizontale représente la manifestation, tu vois. Tu vois. voilà. Et Donc, c'est intéressant de voir ce symbole-là, puisque du coup, on voit bien comment ça apparaît le troisième terme, parce que si on y est bon d'accord, on a la verticale et l'horizontale, alors, mais nous, voilà, il y a forcément une intersection. à la croisée des deux. C'est-à-dire que si tu veux, Voilà. nous, si on se prend comme un humain, on arrive en manifestation, et puis un bébé, ben, dès lors qu'il arrive dans ce monde, conscience zéro par rapport au monde. Mais à peine il est dans ce monde, il se heurte au monde, et j'ai faim, j'ai froid, j'ai besoin d'aide. Il prend conscience en se heurtant avec le réel et avec la manifestation, il prend conscience il se construit son moi en prenant conscience par rapport à la rencontre avec l'autre, avec le monde de la manifestation, etc. Donc, Oui, c'est toute l'histoire, si tu veux, l'histoire commence, quoi. T'as l'esprit, t'as la matière, et puis, pof, ça se choque, tu prends conscience et quelque chose se met en route. Et c'est-à-dire que oui, c'est l'évolution qui se met en route aussitôt, c'est-à-dire la conscience, elle est là tout le temps, et c'est pour ça qu'on dit que la conscience, elle est polarisée à différents endroits. On a différents centres de conscience. Nous, les humains, l'Orient nous le dit, un centre de la tête, un centre de la gorge, un centre, etc. Les chakras, c'est des centres de conscience. Mais en fait, c'est des lieux de niveaux de conscience différents qu'on essaye de faire cohabiter en même temps. Et cette idée de conscience comme choc entre le non manifesté et le manifesté, en fait, c'est simple. Tu trouves pas? ben, je pense que c'est pas simple quand on n'a pas regardé ça de près. Enfin, nous, on s'y intéresse depuis Mais, relativement depuis un certain temps, mais je ne sais pas si tous nos auditeurs vont trouver ça très simple, surtout si on n'a pas l'esprit tourné, enfin l'esprit. non, mais Voilà. là, Bon, mais en mais tout là, cas, on moi, je fait trouve pas que de, c'est beau. J'ai envie de dire ça. Je trouve que c'est très beau, mais très Jérôme, voilà. là, on fait pas de métaphysique. Là, on parle simplement, on fait des propositions, tu vois. Voilà. Et cette idée, si tu veux que le 3 alors du coup, le 3 ça va être un triangle. Donc, il y a unité de vie, inclusivité. Le 2 il y a polarité, il y a dynamique. Et il y a karma. Donc, le karma, c'est la loi d'évolution. Parce que dès qu'il y a deux, il y a tension. Et la tension va nous mettre en mouvement. Et puis, la conscience, c'est la conscience qui va porter ce mouvement, en fait. Et le 3 va nous donner le triangle. Donc, on a le point, le cercle. 2 c'est la croix. 3 c'est le triangle. En fait, c'est simple, je pense. Un enfant le comprendrait. On apprendrait Et ça à des enfants. On lui dirait, tu vois, la vie, on lui apprendrait les mathématiques comme ça. Et je pense que c'est comme ça que Pythagore les apprenait. Et que la question du repère orthonormé qu'on a mis en place en mathématiques, c'est tout simplement la loi de la vie, le non manifesté, le manifesté. C'est simple. mais c'était intéressant de dire qu'on pourrait enseigner ça à un enfant. En tout cas, moi, je vois une résonance avec, enfin, avec justement cette idée que quelque chose naît. La loi de 3, elle nous dit que naît quelque chose de l'interaction des deux pôles. Et donc, qu'est-ce qui naît? C'est un enfant, en fait. Enfin, la première chose qui naît à l'esprit, c'est dans le règne humain. Voilà, la naissance, c'est avant tout la naissance d'un enfant. Et du coup, ça nous fait, il y a cette idée que ce qu'on voit comme vie et comme forme, ou comme esprit et comme matière, pour parler des deux pôles qui m'ont donné naissance à un troisième terme, on peut aussi parler
de fils et de père et de mère. Donc là, c'est un autre vocabulaire et c'est une autre vision aussi. Donc ça fait un petit clin d'œil aussi à la psychanalyse. Et puis à d'autres. Et à la Euh, Trinité, à la il y a- Trinité. Et voilà. la Trinité que mettent en Il y a- scène les religions, en fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit représente l'aspect mère. Donc, les religions le savent, c'est-à-dire que la psychanalyse aussi l'a mis en scène, mais si tu veux, la triplicité, elle est humaine. Et c'est typique. Autant la dualité, c'est le début de l'histoire, mais dès que ça se met en scène, on rentre dans une triplicité. Et en fait, si tu veux, moi, ce que je conseille souvent quand je fais des formations en astrologie, ce que je conseille aux gens pour raisonner, quand tu as quand tu as une polarité devant toi, tu sais, quand tu te poses une question, ben, tu prends ton troisième terme et tu vas trouver la réponse. C'est-à-dire que souvent, il nous manque le troisième. Et d'ailleurs, on dit bien qu'il faut toujours un tiers pour que deux s'entendent. Donc, oui. l'idée du tiers est tout à fait importante, en fait. Oui, et c'est même, alors comme tu le décris bien dans tes travaux, c'est cette idée du triangle, parce qu'on pourrait se dire, bah oui, il faut un tiers et puis bah faut trouver le juste milieu. Alors oui, on- je, le juste milieu certainement, mais c'est plus que ça en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas entre les deux pôles. On va dire, bah on va prendre un moyen terme, bah on va couper la poire en deux. Voilà. Non, non. Le triangle, ça nous propose quelque chose qui est une synthèse et une sublimation en fait. Quand on a deux pôles ici, on ne va pas se placer au milieu. On ne va pas choisir le moyen terme qui est entre les deux sommets du triangle parce que ça satisfait. Enfin, c'est pas satisfaisant. Il y a beaucoup mieux. Il y a cette fameuse figure du triangle qui fait que le sommet supérieur du triangle dépasse et transcende les deux sommets qui peuvent représenter les termes d'un conflit à tout, dans différents domaines, des conflits internes, des conflits externes. Et en même temps, les trois aspects, en fait, si tu veux, ils sont reliés, ils ne sont pas séparés, parce que ça aussi, c'est quand même toujours la loi une marche, c'est-à-dire il n'y a pas de séparation, tout est uni. Alors, il n'y a pas de fusion non plus, c'est pas de fusionner, mais c'est pas séparé. Ça reste dans une unité. Et donc, ces trois termes, ils sont trois expressions de l'unité, en fait. Et d'ailleurs, le triangle, c'est la tétractys pythagoricienne, c'est-à-dire qu'en haut, tu as le 1, en bas, tu as le 4, et au milieu, tu as le 3, et 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10, et c'est le fameux triangle de 10 points pythagoricien qui est la Oui, tétractys, qui dit c'est que ça. Ouais. l'univers se résume à la tétractys. Et donc, quand on a ce triangle, si tu veux, avec les trois termes, alors, tu dis que le terme d'en haut les résume, mais chacun inclut les deux autres. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi. C'est-à-dire qu'il y a bien une hiérarchie des vies, c'est-à-dire il y a une polarité des vies. La vie dans la forme a une polarité plus lourde et plus basse que la vie de l'esprit. Mais si tu veux, il y a une hiérarchie au sens du fonctionnement, c'est-à-dire une solidarité des vies, mais il n'y en a pas une qui a plus de dignité qu'une autre. Oui. Alors oui, la question de la dignité, oui. C'est-à-dire que toute vie a une égale dignité, et ça, c'est, si tu veux, c'est ce que nos démocraties, en particulier surtout la République française, a essayé de mettre en avant, c'est cette idée d'égalité qu'on a beaucoup de mal à comprendre, qui est de dire que toute vie égale une autre, qu'il n'y a pas de toute vie à égale dignité. Et ça, c'est extraordinaire comme notion. C'est-à-dire que le pôle esprit, il est sans doute une vie majeure par rapport au pôle matière qui est une vie mineure, mais il n'a pas plus de dignité il n'est pas plus à respecter ou il est pas, il a égale dignité que, donc, ce qui est extraordinaire, c'est cette idée que toute vie, quel que soit son niveau de conscience, toute unité de vie a même égale dignité. Alors, euh, alors tu me diras, on est loin du karma, mais non. Ben, en tout cas, moi, dans mon esprit, on n'est pas Parce loin que du karma parce on a assez insisté, j'espère, sur l'idée que le karma, il apparaît dès la deuxième loi, hein. Et donc, ben, il reste avec nous. Il est toujours là. Alors, on va peut-être passer
à la loi 4, comment on pourrait faire la transition de la loi 3 à la loi 4? Parce que la loi 3, en gros, elle nous dit il y a un troisième terme. On a vu, il y a deux pôles et puis il y a un troisième terme qui on appelle la conscience. Et la Oui. loi 4, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que toute vie passe par trois phases. Alors je me disais, moi, il est où le 4 là-dedans? Parce qu'en fait, on parle toujours de trois phases. Alors, les trois phases, c'est quoi? C'est la prise de forme, l'incarnation, si on Oui, veut, ouais. Et un si tu veux, retournement ouais. pour retourner vers le pôle originaire ou supérieur, et puis le retour proprement dit, hein. Donc il y a une incarnation, une volte-face, moi j'aime bien ce terme-là, et puis un retour, un chemin du retour, un retour à la source. Voilà. Et alors il est où le 4 là-dedans? Je me disais, Alors, bon, alors moi qu'est-ce j'en que vois tu que en trois. penses? Tu l'as trouvé où? Alors, le 4, il est où? Il est dans toujours pareil, dans la symbolique. C'est là qu'on arrive au carré. C'est pour ça que je l'ai appelé la loi 4 parce que, si tu veux, c'est la loi de la manifestation. On pourrait se le représenter comme ça, comme dans la Bible ou dans les contes religieux, on nous exprime, si tu veux, on parle de la volonté de Dieu qui a décidé de se manifester et qui a laissé la manifestation se développer, etc. Donc, on peut imaginer qu'il y a une unité de vie, un pôle esprit qui prend l'intention de se manifester. On va prendre le pôle l'aimant. L'aimant et on va lui mettre de la limaille de fer à côté, et l'aimant, il va aimanter la limaille de fer. Et qu'est-ce qui se passe? S'il y a beaucoup, imagine qu'il y ait beaucoup de limaille de fer, ben, tu vois plus l'aimant. Et tu sais même plus qu'il y a un aimant à l'intérieur, il est entouré de limaille de fer. Et donc, ce qui se passe, c'est la loi de la manifestation. Dès lors qu'il y a manifestation, les vies mineures, si tu veux, se mettent à obscurcir la vie majeure. C'est-à-dire que les vies mineures, pas en dignité, mais en, en manifestation, les vies mineures sont celles qui se manifestent, hein, d'accord? Tu vois? Et donc, dès lors qu'il y a manifestation, il y a obscurcissement de la conscience. Et donc, le 4 il est dans le fait que c'est comme si on était pris dans un cube. L'image la plus intéressante à prendre, si tu veux, ça serait le pain. Tu sais que le pain, pour faire du pain, tu mets du levain au milieu et puis tu le laisses reposer quelque temps. Et en fait, la vie majeure est le levain, la vie mineure, c'est la pâte qui est autour. Et pendant un certain temps, ben, il faut laisser reposer, c'est-à-dire il faut laisser dans l'ombre, dans l'obscurité, dans le cube de... La symbolique, c'est on est comme obscurci par la manifestation et la manière symbolique de représenter la manifestation, c'est le cube ou le carré. Tu es enfermé dans quelque chose, un carré si c'est en deux dimensions et le cube si c'est en trois dimensions. Donc le 4 vient de là. Et on l'a dans la vie humaine, si tu veux, puisque les humains, on se réincarne dans des familles. Et si tu veux, on revient se reprendre forme dans l'obscurité des familles, c'est-à-dire là où on prend l'obscurité des familles là où elles en sont, et on est venu pour y amener un peu de lumière dans cette obscurité. C'est-à-dire que chaque enfant, en quelque sorte, vient chercher du karma dans sa famille au sens simple du terme, c'est-à-dire du job et du travail à faire, c'est-à-dire une sorte de choses qui n'étaient pas visibles, qui étaient obscurcies, qui ne se voyaient pas, dont on ne parlait pas. Par exemple, ben, les violences sexuelles ou les choses comme ça, tu vois. Et donc, en fait, le cas et en astrologie, la maison 4 et le signe, le quatrième signe, c'est le signe du cancer. C'est là où on se manifeste dans une famille, tu vois. Donc, le 4 il est bien dans cette idée que dès lors que tu prends forme, tu prends un karma. Et pendant un moment, tu marines dans le karma, en fait. Hmm. C'est-à-dire, tu es dans l'obscurité. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu en as marre de souffrir, parce que tu trouves que c'est pas logique, parce que tu te rebelles, parce que tu deviens adolescent tout d'un coup, parce que tu deviens adulte. Tu dis, ben non, moi, je ne reproduis pas
si tu veux, toute vie est toujours en évolution, il n'y a jamais de reproduction. Et donc, il y a cette idée, alors on prend l'exemple de la vie humaine, mais c'est la loi de toute vie. Oui, c'est ce que je pensais effectivement à souligner ça, puisqu'on a spontanément tendance à revenir à l'humain et à l'humanité. Mais nous, en tout cas, ce que nous propose la sagesse antique, c'est bien que tout cela, ça concerne tous les règnes. Donc aussi le règne minéral, le règne animal, le règne végétal et les règnes supérieurs dont on a un peu plus de mal à parler parce que ça nous est un peu plus étranger. Enfin, étranger, on les connaît moins puisque c'est des niveaux d'évolution supérieurs aux nôtres, mais tous. Donc ça, ces lois-là, elles s'appliquent à tous les règnes. Les règnes supérieurs, si tu veux, nous, on est des vies mineures de nos règnes supérieurs. C'est-à-dire, on est inclus dans leur vie. Donc, comme on est inclus dedans, ben, on ne voit pas. Et ce sont des règnes qui nous éduquent, en fait. Donc, on est assez ignorant au départ. Donc, voilà, on est invité à faire preuve de bonne volonté pour accepter d'être éduqué et progresser. Mais bon, voilà. En tout cas, ça s'applique à tous les règnes, cette loi. Et je voulais dire qu'on a aussi on l'appelle un peu autrement aussi. Parfois, on parle de courbe d'involution-évolution. Et on dit que donc la première phase, c'est l'involution. Alors, on peut imaginer le symbole de la parabole comme ça. On avait les trois croix aussi, les trois formes de croix, la croix, mais ça, c'est vraiment de l'astrologie. Donc, mais Oui. effectivement, tu as une partie involutive, c'est-à-dire que la vie rentre dans la manifestation. Si tu veux, la partie involutive, c'est quand la limaille de fer vient s'agglutiner sur le pôle de l'aimant, masque l'aimant et on ne voit plus que la limaille, etc. Et Oui, puis, j'aime bien cette image de l'aimant avec la limaille aussi. Effectivement, moi, j'imagine bien un excès, enfin, même imagine, un tu as excès de des limaille, mais on voit plus l'aimant. Donc, on a oublié ce dont on vient, en fait. C'est ça, on oublie. On oublie Même notre origine. si tu prends pas la limaille, si tu prends des épingles à couture, par exemple, et que tu as, des fois, pour les rassembler, on amène un aimant. Et pareil, au bout d'un moment, les épingles, elles masquent l'aimant, tu vois. Et la manifestation, elle fait toujours ça. Donc, c'est la phase involutive, si tu veux. Alors, l'aimant, c'est la vie majeure, et la limaille est la vie mineure, tu vois. Et puis, à un moment donné, eh ben, si tu veux, il faut que la vie se réveille d'elle-même et décide de rejoindre en quelque sorte son pôle supérieur et de se réveiller donc le karma en fait c'est cette tension. On pourrait, au lieu de l'appeler une loi négative, on pourrait l'appeler une loi positive, c'est-à-dire le karma t'incite à quitter le noir, l'obscurité de la forme dans laquelle, c'est-à-dire pour nous les humains de notre personnalité, pour rejoindre une sorte de lumière de notre âme et de faire de plus en plus le lien et de se laisser de plus en plus guider par la lumière de notre âme, pour nous les humains, mais ou par les unités de soi conscience supérieure. Et ça, le carré, à un moment donné, le symbole, c'est le carré, il se retourne et il devient losange. Tu vois, et où le cube se retourne. Et en fait, en astrologie, on s'est rendu compte que, mais ça, c'est une petite incise entre nous, si tu veux, dans le cube, en fait, il y a 6 pyramides. En fait, à l'intérieur, au bout du compte, c'est comment dirais-je, des pyramides et même j'ai oublié le terme, des cônes. Le cube représente et le symbole de la manifestation, tu vois. Et après, le triangle, on se relève et donc il y a une sorte d'évolution d'image entre un losange, si tu veux, et à un moment donné, le triangle du haut et le triangle du bas qui s'épousent pour faire ce que on appelle la croix le sceau de Salomon ou la croix de David, qui est donc le triangle de l'esprit et le triangle de la matière qui se rejoignent. Mais ça, c'est un peu loin, en tout cas. On peut revenir au karma. Alors, on va peut-être faire un petit récapitulatif puisqu'on a Oui, parlé des 4 premières lois et on a dit qu'il y a 12 lois, mais on va pas évoquer les 12 lois aujourd'hui puisque ça serait peut-être un petit peu fastidieux. Et puis, en fait, il y a des correspondances entre les différentes lois. Donc, les 4 premières sont déjà très enseignantes. Mais je voudrais quand même qu'on parle de deux autres qui sont, alors on va pas parler de la 5 et de la 6, mais de la 8 d'abord,
qui est la loi de renaissance. Et pourquoi renaissance? Alors, on a vu qu'il y a une incarnation qui se fait dans une phase un peu d'involution, et puis avec un retournement et une phase d'évolution, hein. On était sur la loi 4, donc on parlait d'involution, de retournement et de retour vers la source. Oui. Et donc tout ça, C'est-à-dire que c'est les vies mineures, si tu veux, elles se réveillent et elles se retournent vers leur source, elles y reviennent en fait. En fait, il y a la tension karmique en chaque vie, en chaque unité de soi conscience. La tension karmique est telle que ça le réveille à un moment ou à un autre. Des fois, ça met très longtemps, mais ça réveille. Et puis tout d'un coup, la vie se dit, mais moi, je vais, tu parlais l'involution et de l'évolution. Il y a un retournement et il y a un retour vers la source. Et c'est comme, si tu veux, le levain qui tout d'un coup envahit tout le pain jusqu'à comment dirais-je, lui donne vie en fait et le fait gonfler et prendre une autre forme et faire qu'il soit devenu comestible, tu vois. Et l'image du levain est très intéressante parce que le levain est la vie majeure de la farine. Tu comprends? oui, il y Et donc, a, tu voulais qu'on parle de la loi 8, c'est-à-dire de la loi de renaissance. on a vu qu'il y a une incarnation et il y a un parcours, et c'est un parcours qui est pas unique, c'est-à-dire que ça s'accompagne d'une prise de forme. La première phase, hein, l'incarnation, c'est une prise de forme où on pourrait dire, hein, on peut utiliser un terme bouddhiste qui est l'idée de prendre un véhicule, hein, que la vie majeure a pour véhicule les vies mineures. Et alors ce véhicule, bah, il est temporaire en fait, c'est-à-dire qu'il y a un parcours qui se fait avec ces véhicules-là et les véhicules se transforment, se raffinent, on va dire. Et mais après, ça arrive à un certain terme, et ce qui fait que bah, le véhicule, on est obligé de l'abandonner. Donc c'est ça que, enfin, c'est là qu'il y a. Après, on va prendre un autre véhicule. Enfin, c'est la vie majeure ou l'esprit ou le pôle supérieur. Voilà. Et donc il y a un premier parcours avec un véhicule. Et puis une fois que l'évolution se fait avec ce véhicule-là, ben, on le laisse, on l'abandonne ce véhicule. Donc voilà, ce véhicule, il meurt. On s'en sépare, voilà. Donc, et puis après, on va reprendre un autre véhicule. Donc, c'est un peu une présentation de la réincarnation, mais voilà, en essayant de l'expliquer. C'est-à-dire que, si tu veux, toute forme, à un moment donné, doit libérer. En fait, c'est pas comme ça, on le laisse parce qu'il vaut plus rien, mais c'est beaucoup plus noble que ça. C'est-à-dire que le véhicule libère la vie majeure. Oui, C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'au départ, il c'est pas, l'emprisonne, en fait. on ne met pas à la casse, mais on Mhm. libère la vie majeure. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est que dans nos vies, on ne s'en rend pas compte. Et cette loi, elle est très importante. On peut l'appeler la loi de renaissance. Oui, C'est-à-dire que pour renaître, alors, ou la loi de réincarnation, mais dans la vie quotidienne des êtres humains, on l'a en permanence, c'est-à-dire que la plupart du temps, on a l'impression qu'on va évoluer en positif tout le temps, aller vers du plus, du plus, du plus, du plus, mais c'est souvent pour libérer de la lumière et du plus, on est obligé de renoncer à une forme ancienne. Et donc, c'est-à-dire de changer notre personnalité. C'est-à-dire que notre véhicule à nous, les êtres humains, c'est notre personnalité. Le véhicule d'un être humain, c'est sa personnalité. Donc, alors, je ne sais pas si tu veux qu'on parle de la constitution de la vie de l'être humain, mais si tu veux, le véhicule d'un être humain, c'est le triangle de la personnalité. Et à un oui, moment donné, pour évoluer, on ne s'en rend pas compte, même parce qu'on nous vieillissons et on n'a que cette image de vieillir et de. Alors, effectivement, on a un terme, on meurt un jour, et quand on meurt, c'est notre âme qui se libère et qui va, alors on ne sait pas trop ni quoi ni qu'est-ce qu'elle fait entre-temps avant qu'elle revienne se réincarner, mais en tout cas, c'est notre âme qui se libère de la forme. Mais entre-temps, dans la vie quotidienne, si tu veux, on change notre personne qui est notre forme. Alors notre personne, c'est notre forme physique, c'est notre émotionnel et c'est notre corps émotionnel et c'est notre corps mental.
Mais en même Oui, temps, avant d'entrer un petit peu dans le détail de cette, ce qu'on peut appeler la constitution l'être humain. occulte de l'humain, euh, je voudrais juste souligner ce que tu as dit là, qui est que effectivement, il y a d'une part la mort et la renaissance quand l'âme quitte le corps physique, mais il y a aussi des morts pendant la vie incarnée en fait, et c'est des sortes de morts symboliques. Et donc, on doit faire des deuils, voilà, on transforme sa personnalité, donc on doit lâcher des morceaux ou des facettes de sa personnalité. Voilà, on doit évoluer, c'est forcément renoncer à quelque chose pour devenir un peu ou acquérir d'autres facettes. Et donc, effectivement, on est toujours dans un processus de mort et de renaissance tout au long de sa vie incarnée aussi. En fait. Mais on le refuse. Et ce qui est embêtant chez les Et êtres oui, on a humains, beaucoup de résistance. c'est-à-dire, alors la résistance, elle est normale parce que la résistance, c'est la résistance de la vie mineure. Et c'est parce que la vie mineure résiste que la vie majeure impose sa volonté. C'est-à-dire qu'il y a un jeu entre, si tu veux, action-réaction. C'est parce qu'il y a une résistance de la vie mineure que la vie majeure va, comment dirais-je, euh, im- imposer sa volonté, non pas pour, de façon comme on l'imagine, imposer son autorité de l'extérieur, mais imposer de l'intérieur quelque chose de plus grand, de plus vaste. Et on est obligé, alors en général, on croit qu'on perd quelque chose alors qu'en fait on gagne quelque chose. Mais on a, c'est, du point de vue de notre personne, tout cela, c'est des pertes et c'est des morts. Mais du point de vue de notre être, c'est des renaissances. Mais c'est très douloureux Oui, parce que, si tu veux, c'est là où la loi de karma, on la considère comme une loi pénible, difficile, parce que c'est quand même, de toute façon, c'est douloureux. Les lois de la vie, c'est une loi karmique et c'est une loi de douleur, pour les humains en tout cas, en ce sens où il y a toujours une tension entre la vie mineure qui a pris forme et qui nous enferme en fait et la vie majeure. Tu vois, par exemple, dans nos institutions, les institutions, on se crée des institutions à un moment donné, on a créé les démocraties il y a 250 ans, et bien maintenant, la forme démocratique est en train de nous emprisonner dans quelque chose qui, en nous, est beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus grand que ça, qui n'arrive pas à s'exprimer dans cette forme-là de la oui. représentation justement démocratique. On a besoin de Mais trouver... ça, je trouve que ça apporte un éclairage extraordinaire. Enfin, en tout cas, cette idée de la loi de Renaissance et des lois qu'on a vues avant, C'est ça. de considérer que c'est pas seulement, ça concerne pas seulement les humains, mais ça peut concerner les institutions, comme tu viens de le dire, et les nations. Parce que Et donc, effectivement, si l'institution, on c'est dit une forme. L'institution est une l'institution est une forme une qui forme donc d'autorité. commence par être utile à l'âme qu'elle revêt ou dont elle C'est est le une forme véhicule, et puis collective. après, elle finit par C'est ça. l'emprisonner. Voilà. Voilà. Et donc, si Donc, tu veux, la loi humaine, la loi karmique, qui est une loi de la vie, en fait, de la vie en manifestation, parce que la loi karmique, c'est pas forcément les lois, toutes les autres vies, on les connaît pas toutes, hein. Il n'y a pas que, mais en quelque sorte, la loi de la vie manifestée, c'est une loi karmique et c'est une loi en quelque sorte de souffrance, dans le sens où la forme finit par emprisonner l'esprit qui n'en peut plus d'être emprisonné par cette forme et qui est obligé par sa volonté de le transformer pour lui donner et faire donner une autre forme. Donc, ça, c'est le rôle de Pluton de faire ce travail-là, c'est le rôle des rayons, on pourra en parler, mais si tu veux, c'est pour ça que c'est douloureux parce que, alors, ton affaire de véhicule, elle est intéressante si tu veux, mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que l'affaire du véhicule, ça va pas, il est en panne, ou j'en change de véhicule, il me faut un véhicule plus grand ou plus beau. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est comme s'il fallait reconstruire soi-même le véhicule en permanence. D'ailleurs, on nous dit que nos cellules se transforment et que on nous dit que notre organisme et nos cellules se renouvellent. On dit que 3 semaines, souvent, des choses comme ça. Donc, il y a un renouvellement permanent de la vie. Il y a, la vie en nous se renouvelle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le fait qu'on vieillit, je pense, si tu veux, nous illusionne, fait partie de l'illusion
où on pense que justement, on deviendrait la voiture ne serait plus à la hauteur de l'incarnation. Et c'est pas ça, quoi. Le On véhicule, pourrait, on pourrait revenir sur quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure à propos de, enfin, alors on a vu que c'était un peu souffrant, la vie, du fait de cette tension entre la vie majeure qui invite la vie mineure à s'élever, et puis la vie mineure qui résiste, voilà. Et en fait, donc, ça nous amène à une conception du bien et du mal, en fait, parce que c'est quoi ça pourrait être quoi le bien, c'est d'accepter d'évoluer, et le mal, ça serait de refuser d'entendre l'appel de la vie majeure, en fait. Donc, c'est pas tout rester ça. ou Non, stagner. parce que c'est pas du mal de refuser d'entendre l'appel, parce qu'on fait comme on peut. Ce qui est du mal, c'est quand tu entends la vie majeure qui te dit ce qu'il faut faire et que tu le fais pas. Ça, c'est mal. C'est pour ça qu'on dit toujours la loi de la... Tu sais, quand les jurés dans un tribunal, on leur dit en votre âme et conscience. C'est-à-dire que le mal, c'est quand on fait du mal quand on n'écoute pas sa conscience. C'est-à-dire que notre conscience est l'unité et la partie en nous qui est entre l'aspect forme et l'aspect esprit. Donc la conscience, c'est l'état de notre évolution à tout moment. Et on fait du mal quand on n'agit pas selon notre conscience. Mais quand on agit selon sa conscience et qu'on fait des choses mal, normalement, on fait des choses mal pour d'autres, mais pas pour soi. C'est-à-dire que le mal est relatif à l'évolution de chaque être. Voilà, Et ça c'est vraiment. Moi, je trouve que ça fait partie. Tout à l'heure, j'ai dit, ah bah ça c'est énorme, mais là j'ai envie de dire ça aussi parce que sinon, enfin, habituellement, le mal et le bien, on dit bah c'est culturel et puis on dit, c'est l'objet de débats infinis, quoi. On ne sait plus enfin combien de travaux ont été publiés sur le bien et le mal et combien de réflexions ont été faites par l'humanité. Mais moi, je trouve que là, s'il y a une origine fondamentale à cette idée de bien et de mal et que c'est relatif à chaque unité de conscience c'est et que ça ça. concerne même pas le règne humain, pas seulement le règne humain. Bon, alors, Alors, si tu veux, si quand même, parce que le problème du règne humain est différent de... Il y a la liberté et par conséquent, c'est le fait de la liberté. Chez les animaux, il y a moins de liberté puisque, par oui, exemple, le règne animal, ils sont guidés par leur instinct et par conséquent, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est l'instinct qui le dit, hein. Je veux dire, un lion va bouffer une gazelle, c'est pas mal parce que c'est sa loi à lui. Et par conséquent, il obéit à sa loi, il désobéit pas à sa loi. Et là, et donc, mais si tu veux, c'est vraiment l'affaire du bien et du mal, c'est quelque chose qui commence à toucher nous-mêmes le quatrième règne humain de façon importante parce qu'il y a la liberté. Et donc, oui, alors il faudrait peut-être qu'on précise, comme tu as dit, le quatrième règne. On peut dire brièvement que on a, bon, on a cité, tout le monde a un peu en tête le règne minéral, végétal, animal, humain, mais en fait, on considère, en tout cas la sagesse antique, on propose l'idée qu'il y a 7 règnes, et même peut-être plus, mais au moins 7 règnes principaux, et évidemment, il y a toute la symbolique du 7, donc parce qu'il n'y a pas seulement, c'est pas seulement les règnes qui sont au nombre de 7, mais ce que je voulais dire, c'est que l'évolution de la conscience avec la loi de Renaissance, c'est aussi c'est plus vaste que la réincarnation telle qu'on l'entend couramment en Occident, enfin, puisqu'en fait, il y a une évolution de conscience au fil des règnes, en fait. Donc, la conscience, elle commence par habiter le règne minéral, et puis ensuite, elle traverse, elle arrive au règne végétal. Et donc, et puis, voilà. Donc, la conscience passe d'un règne à l'autre, et à chaque fois, c'est une évolution considérable. Donc, nous, l'humanité, c'est le quatrième règne, et l'humanité est invitée à passer au règne supérieur, qui est le cinquième règne. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est de plus en plus manifeste aujourd'hui et qui pourrait expliquer la crise ou les grandes crises que traverse aujourd'hui oui, l'humanité. C'est une grande crise, on pourrait même dire, on dit, c'est une grande crise d'amour en fait. on peut le dire comme ça, tu as raison, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, la crise qu'on vit actuellement? C'est la crise du passage de la raison à l'amour.
c'est la crise du passage d'une conscience de quatrième règne, c'est-à-dire le quatrième règne, c'est quand les humains construisent leur personnalité, en fait. Donc, quand les humains ont construit leur pensée. Oui, et tu as raison de dire, normalement, le quatrième règne, c'est le règne de Manas, de l'être humain en tant que porteur d'une pensée, et donc construisant comme un nouveau corps de manifestation. Bah, après les animaux qui, eux, obéissent à leur instinct, les humains, ils ont quelque chose de différent, c'est qu'ils doivent construire euh, un mental, hein, manas, ça veut dire celui qui construit le mental. Et une fois, le problème du mental, c'est que il nous fait oublier que la vie est une. Et le mental, c'est partout, il organise tout, il analyse tout, il objective tout, et il nous fait Oui, alors oublier. je précise, excuse-moi, je t'interromps un petit peu, mais je précise juste pour nos auditeurs, comme tu as employé un terme qui n'est pas familier peut-être de beaucoup d'entre nous. Manas, hein, c'est un terme sanskrit qui veut dire le mental en gros, quoi. Et d'où vient le terme d'homme, man. Voilà. Mm. Oui, tu Donc, as raison, il faut l'expliquer. mhm. Ok, et si tu veux, donc le quatrième règne, on a l'humanité, la plupart des êtres, nous avons tous au moins une conscience de personnalité, mais tout ce qui la gageure maintenant d'une la nouvelle ère, c'est d'obéir à notre âme et d'être, comment dirais-je, de vivre en unité avec notre âme et d'être non pas à l'obéissance du mental et de la raison pure. Et parce que nous, on parle du siècle de la raison ou du siècle des Lumières comme le summum. Mais la raison n'est qu'un passage. Le summum, c'est l'amour, c'est pas la raison. En tout cas, le but pour l'être humain, c'est de rentrer, de passer, c'est-à-dire d'acquérir une conscience d'âme, une compréhension aimante et pas uniquement une compréhension intellectuelle et mentale du monde, mais une compréhension aimante et de retrouver l'idée que tout est vie. C'est-à-dire que le cinquième règne, c'est dans lequel peu à peu l'humanité va rentrer. Alice Bailey, elle dit qu'à la fin de l'ère du Verseau, la plupart, dans 2000 ans, la plupart des êtres humains auront une conscience aimante et n'auront pas l'impression d'être séparés comme ils le sont aujourd'hui. À ce moment-là, il n'y aura plus tellement de guerres. Parce que les guerres viennent du fait qu'on pense qu'il y a des supérieurs à d'autres. Le Et peut-être racisme, parce qu'on pense que le, le les ra- autres sont différents de nous et qu'on est séparés d'eux parce qu'il y a ces différences fondamentales. Enfin, et c'est bien, enfin, aujourd'hui, enfin, depuis 2022 et encore plus depuis l'automne dernier, on est en plein dans la guerre. Donc, c'est vrai que c'est une histoire de séparation, hein. Enfin, je veux c'est-à-dire dire, de se considérer la pensée séparative. Voilà, on se considère pensée séparé. séparative, c'est-à-dire qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Et comme toujours, quand il y a des guerres, il y a les bons et les méchants, et on est obligé de... Et là, c'est une pensée vraiment extrêmement primaire, en fait, Oui. et guerre, et donc c'est une pensée typiquement mentale et pas du tout aimante, parce que si on est dans une forme de pensée aimante. Mais tout à l'heure, on parlait, parce que tu as voulu qu'on parle de la loi de Renaissance et du bien Oui. et du mal. Si tu veux, le bien et le mal sont relatifs, mais les sociétés mettent à un moment donné, chaque société crée un étalon. Et elle dit, là est le bien, là est le mal. Les lois sociales nous disent à un moment où est le bien, où est le mal. Et en ce moment, si tu veux, on avait des lois qui avaient été données après la Seconde Guerre mondiale. On essayait de fonctionner au niveau de l'humanité sur des lois qui commençaient à reconnaître qu'on était tous égaux en droit, où qu'on soit dans le monde et qu'il ne devait plus y avoir de guerre, etc. Bon, on n'a pas maintenu très très longtemps ces lois collective parce que sinon on aurait réussi à ne pas se retomber dans des guerres. Mais il y a quand même cette idée, la séparation entre le bien et le mal, les sociétés le mettent en place. Mais pour le moment, on dirait qu'il y a une sorte de reculade terrible dans ce domaine. Donc cette idée de passer du quatrième règne, qui est le règne humain, au cinquième règne, c'est une idée qui nous qui pointe directement notre constitution en tant qu'homme. Donc c'est assez familier à nos auditeurs sans doute l'idée qu'on peut avoir un moi supérieur, on peut l'appeler de différents noms, mais on peut aussi l'appeler une âme, hein,
Donc, nous- le cinquième règne, c'est le règne de l'âme. Et en fait, la constitution de l'homme, elle est pas seulement un corps et une âme, parce que ça, c'est une constitution duelle. Et elle est plutôt triple, la constitution de l'homme. Mais c'est très. Nous, ce qu'on a en tête, c'est un, un corps et un psychisme ou un mental. On dit alors, hein, quand on se demande des nouvelles. Donc là, je parle de banalité, mais ça me semble utile parce que quand on dit alors comment ça va physiquement, ça va, t'es pas malade et tout ça, et puis le mental, le moral, il est bon, donc c'est tout de suite duel. On dit comment ça va physiquement et enfin, ou comment je suis physiquement. Si on se parle à soi, on dit ah ben, comment je Ouais, suis c'est vrai. physiquement, et puis mentalement, bon ça va, ou ça va pas. Et chez les sportifs aussi, je pense à ça, les sportifs, hein, on travaille le physique et on travaille le mental. On dit, bah, faut pas seulement travailler le physique pour avoir des bons, faire des exploits aux compétitions. Là, il y aura les Jeux Olympiques, mais non, on dit les sportifs, ils travaillent le mental. Donc, que ce soit le mental ou le moral, en fait, il y a le physique et puis un deuxième pôle, c'est tout. Mais en fait, nous, on propose une vision triple. C'est-à-dire que l'homme a un physique, un émotionnel aussi. Alors, tout le monde parle des émotions, mais nous, on considère que c'est quelque chose de distinct, euh, quelque chose qui forme une unité, en fait, hein, qu'on peut appeler le corps émotionnel. Donc, on a le corps physique, on a le corps émotionnel et on a le corps mental. Donc ça forme un tout qu'on peut appeler la personnalité. Oui, Alors, ça fait un triangle, hein. C'est toujours le triangle, en fait. C'est le voilà. triangle de la personnalité avec le mental, l'émotionnel et le physique. Ça, c'est notre triangle humain. Oui, tu as raison. C'est intéressant de le rappeler à chacun. Et en fait, manifestement, jusqu'alors, on s'est intéressé qu'à ce triangle-là. Mais on est tellement plus que cela. Et oui, puisque la personnalité, si c'est corps, physique, émotionnel et mental comme un tout, et déjà c'est tout un travail en fait d'arriver à ce que ce soit un tout homogène, parce que souvent ça tire à U et à dia hein, entre le corps physique, les émotions et les pensées. Et donc ça c'est un long travail. Et donc dans l'hypothèse de la loi de Renaissance, on peut dire que c'est un travail qui ne se fait pas seulement sur une seule vie incarnée, mais un travail qu'on reprend dans la vie suivante, parce qu'il est arrivé jusqu'à un certain point, et puis on repart pour continuer ce travail là où on en était arrivé auparavant. Et alors ça, c'est une première triplicité, c'est un mot un peu compliqué et savant, mais C'est le triangle de la un premier personnalité. triangle. C'est le triangle de la C'est personnalité. voilà, le Et triangle après, de la personnalité. et après, il y a le Et on en triangle. a un autre en fait, et on en a même deux autres, donc on a trois triangles en fait. Et on a un deuxième triangle qui est le qu'on appelle aussi la triade ou la triade de l'âme. Et puis on aura là une triade de l'esprit aussi. Mais alors plus on monte là dans les triangles, plus ça devient abstrait et moins familier parce que ça correspond à des états de conscience qu'on expérimente très peu si on n'a pas l'habitude, Mais en si on s'est même pas temps, engagé et là-dedans. en même temps, par la loi de la vie, on est toujours relié à eux. Qu'on en ait conscience ou pas, par les lois de la vie, notre personne est toujours reliée à ces énergies supérieures, puisque toute vie est reliée aux autres vies. On est dirigé par curieusement, on est dirigé par ces triangles supérieurs, en fait. C'est eux, ils sont des vies majeures pour la vie mineure qu'est notre personnalité, en fait. Et alors, le karma, il intervient encore parce que par rapport à chacun de ces triangles, chacun des trois sommets des triangles, on a un karma. C'est-à-dire que si on reste sur le triangle de la personnalité qui est le plus familier à chacun d'entre nous, mais on a un karma pour le corps physique, on a un karma pour le corps émotionnel, ou pour nos émotions, pour le dire plus simplement, et on a un karma pour nos pensées aussi. En fait. Donc, tout ça, ça nous permet de mettre un peu plus de précision et de ne pas voir, enfin, voir le karma comme quelque chose de flou et de farfelu. Donc, moi, en fait, j'ai dit ça parce que je sais qu'il y a eu des choses qui ont été publiées dans des magazines qu'on trouve dans la presse et qui parlent du karma, et j'ai trouvé que bon, bah, j'avais envie de rajouter des choses et d'apporter cette idée de structure et de rigueur. Et donc là, en parlant de la constitution de l'homme avec ces trois triangles, avec un triangle de personnalité, un triangle de l'âme
et un triangle de l'esprit, eh ben, c'est beaucoup plus précis tout ça. Voilà. Donc c'est pas un truc comme ça dont on doute du karma. Bon, d'accord. Non. Et Il y a, le karma, c'est le différentiel entre, entre comment dirais-je, la totalité vers laquelle tend tout cela et l'état où on en est à un moment donné, en fait. Il y a toujours un karma tant qu'on est dans cette vie, en fait. je voulais dire qu'il y avait du bon karma et du mauvais karma. On n'a pas utilisé cette expression, mais on pense, on dira ah, c'est mon karma. Quand on dit ah, c'est mon karma, bah, j'y peux rien, c'est mon karma, quoi. C'est ça. Sous-entendu, ça serait du mauvais karma, quoi. Et Mais bah, si tu le vois en positif, le karma, tu peux le voir en négatif, c'est-à-dire par voir l'attention que ça te pose, et tu peux le voir en positif, qu'est-ce que ça t'a amené à transformer et à faire en positif. Donc, si tu le vois du côté du bas, il est négatif. Si tu le vois du côté d'en haut, il est positif. oui, c'est un peu aussi l'image populaire de la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. Mais on peut voir le karma comme une distance aussi. Le différentiel, c'est une notion un peu plus savante, un différentiel de nature, mais on peut dire aussi que le karma, c'est une distance, il y aura une distance parcourue et une distance qui reste à parcourir, en fait. Et donc, C'est ce qui nous sépare en quelque sorte, si on parle en termes religieux, si tu veux, le karma, c'est ce qui nous sépare de la nature de l'esprit ou de la nature du Père, de la nature de la totalité, en fait. Donc, c'est toujours un différentiel et c'est pour ça qu'on le voit beaucoup en négatif parce que c'est ce qui nous reste à parcourir. Tu as raison, c'est la distance. C'est toujours une distance. il y a quelque chose d'autre qu'on pourrait dire pour caractériser le karma, parce que on a dit au départ que c'était une loi de cause et d'effet aussi, le karma. Hein. Si on pense on a accompli ou j'allais dire commis tel acte répréhensible, par exemple, pour dire bah on va en subir les effets. Donc là, c'est l'idée de voir le karma comme une loi de causalité. Mais on peut voir aussi, parfois on dit le karma, c'est la loi des semailles et des récoltes. Une métaphore un peu agricole, mais Ça, ça, mais ça, les évangiles l'ont repris, hein, on récolte ce qu'on a semé, et c'est un peu ça en fait. Mais oui, c'est de voir que comme une loi de rétribution, c'est pauvre. C'est-à-dire, c'est nous oui. prendre pour des enfants en fait. C'est comme si on parlait à des enfants, si tu fais ça, tu auras ça, et si tu travailles, si tu fais pas bien, tu feras, voilà. Mais c'est beaucoup plus grandiose que ça en fait, hein. C'est Oui, effectivement, parce que si on parle de rétribution, de récompense et de châtiment, bah, effectivement, c'est une que vision un peu morale. jusqu'alors, voilà, jusqu'alors le karma, on l'a vu avec nos yeux de personnalité, c'est-à-dire de tout cela pris dans la forme et avec des yeux d'enfant en fait. Et au sens que, encore que les enfants le comprendraient mieux que nous, le karma. Mais c'est cette idée que, donc c'est une loi de cause à effet, c'est une loi de rétribution, mais c'est plutôt, moi je dirais, c'est la dynamique de l'évolution. La loi de karma est la loi dynamique de l'évolution. Et si tu le prends comme ça change tout. C'est-à-dire un enfant, Oui, quand il casse quelque chose, si tu lui dis, ah, ben t'as cassé ça et ça va pas aller, je te punis, ça c'est le karma niveau zéro, niveau de la personnalité. Tu éduques absolument pas ton enfant en l'engueulant parce qu'il a fait ça. Mais si tu lui dis, ah ben grâce à ça, tu as appris comment éviter à casser quelque chose. Prochainement, tu sauras comment faire. Alors là, tu lui donnes le chemin de son évolution. Et si tu lui dis que même c'est comme ça toujours dans la vie, qu'il n'apprendra que de ses erreurs, alors là, tu lui donnes carrément une loi supérieure, c'est-à-dire qui est la dynamique de tous les êtres humains. Et donc, la loi de karma, elle est à ces trois niveaux. Au niveau primaire, au niveau secondaire de la conscience, c'est-à-dire on apprend quelque chose, et au troisième niveau, mais quelle gloire d'apprendre et d'être là pour apprendre. Tu vois, la loi du karma, oui, ou c'est une fatalité, il y a le terme, il nous parle de distance et de destinée. Le karma te dit, il te crée une destinée, c'est-à-dire il te donne une destination, il te dit où tu dois aller, il t'amène vers une destination.
Donc, il t'appelle à autre chose. Et si tu le vois de façon positive, c'est une providence. C'est-à-dire, c'est Oui, la... je trouve ça très intéressant de dire ça aussi, de voir la destinée comme une destination, parce qu'effectivement, Oui, le karma, ça a une résonance aussi très fataliste, hein. Parfois, on dira, ben, comme je mais disais si tout tu à l'heure, veux, c'est mon karma. au Oui, niveau de c'est la, son destin. au niveau de la personnalité, si tu veux, le karma est une fatalité. Au niveau Oui, de l'âme, il devient une destinée. Et au niveau de l'esprit, c'est une providence. Donc, tu vois, il y a trois niveaux au karma, quoi. oui. Hein? Ben, on peut peut-être conclure là-dessus. On espère Ouais. avoir bien éclairé nos auditeurs avec ces différentes visions du karma, hein. Le karma, c'est donc une loi, et puis on a vu la loi fondamentale de la vie manifestée, hein, une loi d'évolution, voilà. Donc, euh, qui- est-ce que ça te semble bien résumé? Parce qu'en fait, je me dis, mais bon, c'est bien joli cette causerie, mais qu'est-ce qu'on retient de tout cela et qu'est-ce que ça change pour ma vie à moi? Mais moi, je trouve qu'effectivement, déjà, découvrir, enfin, j'ai, si j'étais auditeur de ce qu'on vient de dire là, je dirais, oh, c'est super, j'ai appris des choses sur, d'abord, le karma, c'est pas seulement pour les règnes humains, ou, enfin, en tout cas, c'est vaste, c'est plus vaste que ce que je pensais, et c'est pas seulement, c'est pas farfelu, et c'est pas limité, et c'est pas la fatalité, c'est pas la morale, c'est beaucoup plus vaste, voilà. Et Moi, je pense qu'on pourrait l'apprendre si tu veux, dans un futur, quoi, du verso, c'est ce qu'on apprendra aux enfants, tu vois. Et c'est ce qu'on apprendra rapidement à l'adolescence, parce que pour le moment, on souffre de ne pas savoir de quoi il s'agit, en fait. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai adoré cet échange avec toi. où est-ce que toi, on peut te joindre en fait? Enfin bon, je t'ai présenté un petit peu au départ, mais je voulais redire. Alors, pour me Ouais, joindre, si tu veux, ouais, il y a un site qui est l'astrologie du Verseau, voilà. Et oui, donc, on peut me joindre à Astrologie du Verseau. voilà. Et Et toi, puis, où est-ce qu'on peut te joindre? eh bien, moi, on peut me joindre sur mon site, hein, bien sûr. Aujourd'hui, on va chercher sur Internet. Donc, moi, mon site, c'est Au-delà de mourir. D'ailleurs, c'est aussi le titre de ma chaîne YouTube, hein. Et donc, moi, je propose un accompagnement spirituel des personnes endeuillées. Donc, c'est-à-dire pour les personnes qui considèrent que ben, il y a une survie de la conscience après la mort physique, hein. On ne parle pas dans le néant parce que sinon c'est vraiment désespérant. Donc voilà, moi je propose un accompagnement basé sur cette idée-là. Ah, c'est bien. Voilà. Donc si vous voulez un accompagnement, vous pouvez vous Oui, adresser à moi. c'est-à-dire que nous tous, on passe toujours par ces phases-là, hein. On est tous endeuillés à un moment de notre vie et quelquefois on Oui, a besoin de s'éveiller à comprendre autre chose. Donc on peut te joindre, si on est endeuillé, on peut te joindre. oui, absolument. Donc en fait, en description de la vidéo, là, il y a un lien qui Oui. conduit vers la page de mon site où on peut me contacter. Et on peut prendre rendez-vous directement dans mon agenda en ligne. Ah, très Voilà. bien. Merci Fanchon pour cette causerie sur le karma, et je reviendrai pour t'interroger, enfin, pour une autre causerie peut-être sur d'autres sujets, puisque Quand tu veux. je trouve que tes travaux sont remarquables, et la conscience, ça concerne tout le monde, et c'est Je ne fais susceptible qu'essayer d'intéresser beaucoup de gens. je ne fais qu'essayer de traduire certaines choses, si tu veux, qui sont déjà, font partie de la sagesse universelle, mais qui souvent ne sont pas facilement traductibles dans le quotidien. C'est comme toi, ce que tu essayes de faire, de traduire qu'est-ce que ça veut dire que la mort et qu'est-ce que ça veut dire qu'être séparé de quelqu'un qui est décédé et qu'est-ce que c'est que, voilà, c'est important, c'est des choses maintenant dont il faut qu'on s'occupe. Alors, avec plaisir de continuer quand tu veux. Très bien. Merci beaucoup Fanchon, à bientôt. À bientôt.